Donc mon propos aujourd'hui dans ce débat qui porte sur la prescription de méthylphénidate, c'est d'essayer dans un premier temps de lever les différentes ambiguïtés qu'il y a concernant cette prescription. Et je les qualifierai à 6 niveaux différents. La première, c'est de resituer l'agitation dans le développement normal de l'enfant. La deuxième ambiguïté, c'est de parler du diagnostic de TDAH, comme on dit aujourd'hui, et en particulier dans une vision à la fois catégorielle ou dimensionnelle. La troisième ambiguïté, c'est de la question du diagnostic différentiel et le fait que quand on voit un enfant qui a des difficultés de type TDAH, il a presque tout le temps autre chose avec et qu'il faut absolument faire le tri et hiérarchiser finalement un petit peu les différentes difficultés. La quatrième question, elle concerne l'évolution de notre société parce qu'il est clair que c'est pas totalement anodin d'être plus exigeant à l'école, d'avoir finalement une demande d'enfants calmes, assis, qui sont prêts à étudier plutôt qu'ils jouent, etc. Et est-ce que ça impacte ou non un certain nombre de difficultés et peut-être aussi des mésusages? Et là, je pense par exemple aux étudiants qui passent un certain nombre de concours en prenant des stimulants. C'est pas nouveau, mais c'est d'actualité. Ensuite, on parlera des causes, parce que c'est aussi une autre ambiguïté qu'il faut pouvoir évoquer. Et enfin, je terminerai par comment faire une prescription raisonnée, puisqu'il est évident que le méthylphénidate, et c'est archi démontré, a une efficacité à court terme, reste que l'efficacité à long terme n'est pas réellement démontrée. Alors pour distinguer l'agitation, on va dire, normale de l'enfant de celle qui serait pathologique et qui le relèverait d'une hyperactivité, c'est important de se poser un certain nombre de questions. D'abord, est-ce que c'est une agitation qui est contextuelle? Est-ce qu'elle est transitoire ou pas? Est-ce qu'elle dure depuis longtemps? Est-ce qu'elle a un niveau de sévérité qui est finalement inhabituel par rapport au développement de l'enfant? Et puis surtout, est-ce que le contexte environnemental pourrait expliquer cette agitation comme dans certains phénomènes de réactionnels qu'on peut voir lorsqu'il y a des situations de maltraitance ou éventuellement un événement douloureux pour l'enfant. En ce qui concerne la prescription de la Ritaline, je crois que la situation française n'est pas du tout la même que la situation américaine. La situation américaine, il y a clairement une surprescription de Ritaline, c'est dans toutes les enquêtes, et c'est même une surprescription qui est groupe dépendante, puisque ce n'est pas uniforme en fonction des catégories sociales, des États américains, etc. Pour ce qui concerne la situation française, elle est totalement différente. D'abord parce que le choix de la prescription de la Ritaline en France a été de mettre finalement une forme de contrôle en demandant une première prescription hospitalière, ce qui a permis finalement de passer par une forme de filtre, d'expertise, avant de lancer une prescription. Et donc je crois que si on a une difficulté aujourd'hui en France, ce n'est pas tant de savoir si les taux de prescription sont adéquats ou non, mais c'est plutôt d'arriver finalement à cette modernisation de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent que beaucoup réclament et qui comprend l'idée que finalement il n'y a pas à diaboliser la prescription comme ça a pu être pour certains praticiens le cas, mais plutôt à l'utiliser comme quelque chose qui va être une étape dans une prise en charge globale de l'enfant, qui comprend aussi beaucoup d'autres soins, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, à long terme de toute manière, il faut associer d'autres soins, puisque la Ritaline n'a pas d'efficacité démontrée à long terme, mais elle a un vrai effet à court terme. Alors, il est vrai qu'un des écueils en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, c'est comment les parents vont être des partenaires du projet de soins et surtout comment les parents vont entendre le point de vue spécialisé du psychiatre. Je crois que dans le domaine de l'hyperactivité avec déficit de l'attention, on n'a pas du tout eu les mêmes écueils que dans d'autres problématiques. C'est-à-dire que pour beaucoup de psychiatres français, l'hyperactivité avec déficit de l'attention, clairement les parents sont des partenaires. D'ailleurs, il y a des programmes de soins qui sont spécifiquement dédiés aux parents, comme par exemple les groupes Barclay. Il y a une attention particulière à justement essayer d'aider les parents à faire la jonction entre les difficultés de l'enfant à la maison et les difficultés de l'enfant à l'école. Donc l'école est aussi un autre grand partenaire. Et je crois que c'est vraiment quand on arrive à faire ces liens constructifs dans l'intérêt de l'enfant, et un des éléments d'éducation vraiment de base que l'on essaye de promouvoir dans les situations de ce type-là, c'est surtout de valoriser les moments où l'enfant fonctionne,
plutôt que de punir les moments où il dysfonctionne. Parce que comme il a tendance à dysfonctionner quand même pas mal, finalement, il vit le monde comme extrêmement agressif, alors qu'on gagne beaucoup en faisant peu, c'est-à-dire en valorisant les choses positives que l'enfant est capable de faire, aussi bien à l'école qu'à la maison.